Une nuit de réflexion, cellule 26. Joricho ne dormait pas. Toutes les nuits, l'insomnie le saisissait, et il prenait tout ce temps pour travailler à son redressement intellectuel. Après la grande histoire, et l'histoire des sciences, qui l'avait passionné, il s'attaquait désormais à une montagne, la philosophie, bien sûr. Il avait demandé à Edmond des ouvrages de vulgarisation sur quelques auteurs phares pour débuter. Il consulta une encyclopédie pour avoir un éclairage sur les grands courants de la pensée au cours des 25 derniers siècles en Occident. Edmond lui avait fait parvenir par maître Carédas les derniers éléments résultant de ses investigations. Il devait tout mémoriser pour ne pas laisser de traces dans sa cellule. Il essayait tant bien que mal de faire jaillir une vérité dans son cerveau en perpétuelle réflexion, et confinant parfois à la ratiocination. Tant celui-ci hésitait entre la veille et le sommeil. Joricho pensa précisément à l'allégorie de la caverne exposée par Platon. Il se vit soudain en prisonnier enchaîné dans cette vraie prison, obligé de ne voir que les ombres de la vraie vie à l'extérieur, la lumière de la vérité lui restant un mystère inaccessible. Joricho prit un papier et essaya de synthétiser à l'aide d'un schéma les éléments d'enquête en sa possession. Il y avait selon lui 2 circuits différents mais imbriqués, dont l'intersection se faisait en la personne de Louis Walter. Un circuit de corruption et un circuit de renseignement, les deux travaillant clairement et au profit de grandes entreprises originaires ou reliées aux États-Unis d'Amérique. Le premier circuit réunissait Louis Walter, PDG de ET Consulting, Gianluca Cartofoli, banquier suisse de la Banca di Lago, Frank Wolf, mafieux US, et Boris Barrett, membre de l'AFEC, filiale de la CIA et employé de la Macduff Company. Boris Barrett faisait parvenir secrètement à Louis Walter de l'argent officiel venant de l'AFEC qu'il déposait à la Banca di Lago afin de couvrir les frais inhérents à la corruption économique en Belgique, ainsi que l'argent payant les prestations individuelles des principaux intermédiaires, comme Walter, Cartofoli, et des hommes de main mafieux comme Wolf. Pour les services rendus en Belgique et en Europe de l'Ouest, la mafia américaine avait aussi négocié avec l'AFEC de recevoir l'équivalent en argent officiel de certaines sommes à blanchir via la Banca di Lago, gagnée par les réseaux de la pègre sur le territoire américain. Le banquier Cartofoli redistribuait l'argent de la corruption à Louis Walter, payait entre autres Jean Clermont et Bernard Casterman en échange de services rendus aux entreprises Macduff et Vandamme. Clermont et Casterman ne connaissaient que Louis Walter. Le deuxième circuit réunissait Louis Walter, Boris Barrett et Mathilde Clermont. Mathilde espionnait les affaires et les collègues de son mari du ministère des Affaires économiques au profit de Boris Barrett, son amant. Pour elle, il n'était pas question d'argent. Elle agissait par idéologie et pour la grandeur des États-Unis, dont elle avait acquis fièrement la nationalité en travaillant à l'ambassade. C'était la conviction d'Edmond après avoir parlé avec Mathilde à quelques reprises. Louis Walter récupérait aussi des documents importants par d'autres relations dans le milieu des affaires et de la politique. Il se faisait payer directement par Barrett pour ses services spéciaux. Joricho et Edmond ignoraient encore certains éléments. L'ensemble des précieux documents des affaires économiques belges ne transitait pas par la valise diplomatique de l'ambassade US, mais par un canal secret mis en place par la FEC. Edmond s'était renseigné sur l'espionnage économique auprès de certains universitaires et chercheurs cités dans des articles de journaux qu'elle avait transmis à Jericho au tout début de l'enquête. C'était de cette manière qu'elle avait fait le rapprochement entre Barrett et cette officine secrète du renseignement économique liée à la CIA. Jericho comprit par déduction que son commanditaire était l'AFEC, via les sbires de Wolf. Il aurait donc exécuté Pascal pour concrétiser les menaces de mort proférées à l'encontre de la famille d'Henri, si celui-ci n'avait pas cédé ses parts dans Boulinsart frère. Du même coup, l'officine se serait débarrassée de l'unique héritier, l'exécution ayant échoué et comprenant que Jericho trahissait à cause d'Edmond. L'AFEC abandonna le contrat sur Pascal. Il était trop dangereux pour cette officine de risquer d'être découverte. Comprenant qu'Henri n'aurait jamais rien lâché, elle avait organisé sa mort en la déguisant en accident. L'officine avait logiquement raisonné. Après le décès d'Henri, Edmond chercherait à céder les parts d'Henri à son neveu, afin que Jacques restât maître de l'entreprise familiale. Mais Pascal était l'héritier d'Henri par testament. Un administrateur judiciaire fut donc nommé. Il autorisa Edmond à vendre les parts d'Henri en obligeant en contrepartie à placer l'argent sur un compte bloqué au nom de Pascal jusqu'à sa majorité.
Le rachat fut donc bien effectué, mais avec de l'argent de Lafec et non celui de Jacques. L'officine avait organisé via Walter la dépendance totale de Jacques Moulinsart en le corrompant finement sans qu'il soupçonne la machination de l'officine. Il devint le vassal de la Macduff Company en tant que dirigeant fantoche de Moulinsart Frères devenu filiale de Vandamme & Co. Quant au pauvre Charles de la Hutinière, il avait fait les frais d'un appât du gain inconsidéré. Walter avait signalé à l'officine que Charles était devenu très gênant car peu fiable et susceptible de faire chanter Jacques et Cartofolie en menaçant de révéler leurs affaires. Il avait ainsi signé l'arrêt de mort de Charles et un des sbires de Wolf s'était chargé du sale boulot. Pour Joricoe, son procès et son emprisonnement en coupable idéal avaient été orchestrés par Lafec avec la complicité d'Albert Dupont, directeur de la police judiciaire, et à minima d'un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, celui qui avait briefé la procureure Chester Dorimont et le juge Joubert, tous les deux corrompus par l'officine américaine via Walter. Il apparut clairement à Joricoe qu'il fallait agir et trouver un moyen pour dénoncer Louis Walter, Jean Clermont, Mathilde Clermont et Bernard Casterman. Les autres membres des deux circuits de corruption et d'espionnage restaient intouchables. Edmond était en danger. Depuis la demande d'identification de Frank Wolf par Marc Charlet, Lafec se doutait qu'elle avait découvert beaucoup de choses grâce à une taupe opérant à la Sûreté générale. Edmond devait donc se mettre à l'abri. Joricoe avait très peur pour elle. Il lui avait aussi écrit un poème d'amour qu'il lui avait fait parvenir par maître Caridas. Poème, jardin secret. Devant toi je m'émerveille. Avant d'ouvrir les portes, j'étais déjà à l'intérieur. Tout ton être est un jardin secret, que j'admire par les fenêtres de ma vie. Et lorsque j'y pénètre, je sens que le poète m'aime à ses limites. Je me tais, je m'inspire, j'écoute le bonheur, j'oublie toutes les heures au rythme de ton cœur.